Déjà, merci d'être venu. Écoute, les fauteuils sont confort, c'est bien. Les fauteuils sont confort, ça fait plaisir. Alors, je vais commencer par parler un peu, de ton parcours. Mmh. Tu as débuté ta carrière à 23 ans, directement en étant directeur de la communication d'un musée. Tu dis que dans ce musée, en fait, il y avait tout à faire et que du coup, ton expertise, tu l'as développée là, tu as vraiment fait tes armes sur le terrain. Je voulais te demander, parce que je ne suis pas certain, ton bagage, académique avant, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as fait comme études? J'ai fait presse info à l'IEX. Ici à l'IEX, du coup? Ouais, et quand je suis sorti, quasi au même moment, je me suis inscrit dans un DES en gestion culturelle à l'ULB et j'ai été engagé au musée. Donc j'ai fait les 2 en parallèle. Après avoir fait un peu tes armes, dans ce musée, tu vas commencer à donner des conseils à des artistes qui émergent et qui ont besoin de ton aide, que tu rencontres, qui sont autour de toi et tu vas donc commencer par travailler en tant qu'intervenant? Ouais, c'est plus complexe que ça. En fait, donc moi je suis pas artiste, Ouais. mais par contre depuis que j'ai 9 ans, entre mes 9 ans et mes 26 ans, j'ai fait du trapèze volant. Mmh. Et donc, j'étais déjà en contact avec des artistes plutôt du milieu des arts de la scène, des arts du cirque. Et c'est vrai que, parallèlement à mes études de communication, ben, je commençais à les conseiller, je commençais à un peu les aider au niveau de leurs outils qui étaient, pas très professionnels. Et j'ai commencé à accompagner ma cousine qui a créé une compagnie de cirque, et qui existe toujours, ça fait 20 ans qu'on tourne. Et je continue à m'occuper de leur com. Et de fil en aiguille, à force de rencontrer des artistes, est venue l'idée ou la possibilité d'intervenir au sein de formations. Et comme j'aimais bien travailler avec les artistes émergents, j'ai pris le pli de d'abord intervenir comme formateur dans des structures d'accompagnement. Comme ça, OK. je me rendais dispo pour les artistes, quoi. J'allais y venir, tu travailles aussi avec des structures, qui accompagnent les artistes, mais en fait, ça a commencé comme ça? J'ai commencé à créer ma première formation avec les artistes de cirque que je croisais. Je leur dis: Ouais. «Écoutez, venez un week-end et on bosse votre com». Très vite, ça a été aux oreilles de structures d'accompagnement, que ce soit chez Hill ou chez Smart ou d'autres, Mmh. qui m'ont dit: «Ah bah tiens, on n'a pas ton profil, est-ce que tu peux venir aussi intervenir juste une journée?» OK. Et puis après, l'intervention s'est transformée en formation d'une journée, 2 jours, 3 jours, et puis ça n'a cessé d'augmenter et j'interviens dans plein de structures, effectivement à la base d'artistes. Puis on s'est rendu compte que des chargés de com de lieux culturels venaient à mes formations. Oui. Du fil en aiguille, s'est développé des formations aussi alors spécifiques pour les chargés de com des lieux culturels, pour les artistes émergents, pour les festivals. Et à un moment donné, il y a des directeurs de théâtre ou de musées qui sont venus me voir en me disant: «Tiens, ce que tu fais avec les artistes, tu pourrais nous aider aussi en termes de consultance, quoi, pour Mmh. travailler avec eux leur stratégie». C'est comme ça que j'ai commencé à mêler formation, consultance, Ouais, c'est ça. à la fois auprès des artistes et auprès des structures, ce qui est hyper intéressant, en fait. Oui, parce que tu peux les mettre en lien, directement. C'est par après qu'on t'a proposé aussi de donner des cours dans des hautes écoles, comme tu le fais ici à l'IEX, du coup? Ouais, non, en fait, c'est moi qui ai toqué aux portes des hautes écoles. J'avais acquis pas mal d'expérience, du coup, avec le musée et puis d'autres associations dans lesquelles je suis intervenu, où j'étais engagé comme chargé de com, comme chargé de projet européen, ou dans une boîte d'événementiel aussi. Et je me rendais compte que, finalement, ce que j'avais appris à l'école était intéressant, mais n'était pas spécifique au secteur dans lequel je travaillais. Oui, Et donc, j'ai frappé aux portes des hautes écoles en disant: «Bonjour, en fait, moi, ça m'intéresse de venir partager mon expérience aux étudiants». OK, Et il y a d'abord l'ISFSC qui m'a ouvert les portes il y a une quinzaine d'années, et puis l'IEX qui est venu me voir aussi. d'accord. Je voulais aussi, parler de la formation en management artistique que tu donnes, du coup ici, Ah, ça, c'est encore autre chose. C'est que comme j'avais déjà pas mal d'activités en journée, Mmh. j'avais mes soirées libres et on m'a appelé un jour en me disant, «Tu es un peu dans la com des artistes?» Je fais: «Oui, on a envie de lancer une formation en communication et management d'artistes, mais tu as 1 mois pour la créer». Je fais: «D'accord». Ouais, OK, ça vient comme un challenge, Voilà, ça venait vraiment comme un challenge. Et puis, en fait, même si, bah, voilà, j'ai pas mal d'activités professionnelles, c'était un beau challenge et j'étais tout à fait raccord avec l'importance de créer cette formation. et je voulais, parler de nouveau aussi de la compagnie de cirque en question. Je voulais te demander juste leur nom. Je voulais aussi te demander comment tu les as rencontrés, mais en fait, tu m'as expliqué que c'est ta cousine qui l'a Voilà, c'est ma monté. cousine qui, bah, faisait aussi, du trapèze volant et du trapèze fixe depuis longtemps, qui, à un moment donné, en sortant de secondaire, a essayé l'UNIF, mais s'est dit: «Non, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment de vivre des Mmh. arts du cirque». Elle a été se former aussi au Canada. Et puis, à un moment donné, elle a avec un ami, ils ont créé une compagnie qui s'appelle Les Petits Bras. Ah oui, OK. Et bah, on a commencé au chapeau comme tout le monde, quoi. Mmh. C'était vraiment, une petite compagnie, ils étaient 3. Moi je dis: «OK, je vais te faire ton site, je vais faire te». On a commencé avec une carte postale, je crois, comme outil de print. OK.
Et puis ça a pris, ça a pris, ça a pris. Et on a fêté nos 20 ans en 2023 à Chassepierre, qui est le gros festival des arts de la rue en Belgique. Euh, Aujourd'hui, la compagnie, en gros, le nom suffit pour que le spectacle soit acheté, même s'il n'existe pas encore. Il y a une interview quelque part, ou une apparition, où tu en parles un peu comme ton laboratoire de communication. Je voulais revenir un peu sur ces termes-là. Est-ce que, bah, aujourd'hui, ça fait donc 20 ans que tu travailles avec eux et pourtant tu essayes toujours des choses, quoi, Mhm. parce que vous renouvelez le projet. Oui, c'est ça, parce que déjà, à chaque fois, il y a des nouveaux spectacles, et donc, du coup, bah, il faut repenser comment est-ce que je vais amener cette thématique-là. Il y a quelques années, on avait un spectacle qui s'appelait Bruit de coulisses, ce qui était paradoxal par rapport à la communication qu'on avait menée avant, qui était très transparente, très à montrer les coulisses, etc. Et donc, on partageait beaucoup au public. Et alors, comme ils disent, non, mais pour le prochain spectacle, on montre rien. Je fais d'accord. Et donc là, tu as ta créativité qui se met en place et tu dis, ça s'appelle quoi? Bruit de coulisses. Ok, donc je vais faire une com où on ne voit rien, mais on entend tout. Et donc j'ai été en résidence de créa, j'ai enregistré les sons et je faisais des teasers où on entendait, mais on ne voyait pas ce qui se passait. Et c'est vrai que le jour où on a dévoilé l'affiche avec toutes les dates, bah, ça a buzzé, quoi, parce qu'effectivement, on avait créé cette attente-là. Ah oui, non, c'est vraiment... ouais, c'est créatif. Ouais, donc, bah, et voilà, et encore, là, dernièrement, ici, je leur avais demandé, ok, je vous propose, j'ai sélectionné toute une série de réactions des publics, des retours que les publics font souvent en commentaire ou en DM. Et je dis, bah tiens, réagissez dessus en vidéo, quoi. Je vous donne une phrase et vous réagissez dessus et on poste ça. Bah, ils m'ont appelé en me disant, non, nous, ça, on ne le sent pas de le faire en vidéo, etc. Et donc j'ai juste partagé les commentaires, c'était très chouette, ça fait comme un livre dehors. Mais voilà, il y a encore des moments où Ils ont l'air d'être demandeurs aussi, du coup, ben, de choses qu'on voit pas. Parce que j'ai envie de dire, tu vois, cette dernière proposition de réagir un peu aux commentaires ou quoi, ça me fait un peu penser aux gens qui font une FAQ, qui vont faire une vidéo ou quoi. Et là, tout de suite, quand c'est un peu plus dans les clous, ils disent non, quoi. si c'est pas eux, c'est pas eux. Mais moi, je suis là pour leur proposer des idées, de voir un peu comment on peut communiquer. En même temps, on a un nouveau spectacle qui sort l'année prochaine. Et ils ont par contre envie de vite, vite en parler. J'ai dit non, non, non. Doucement, ce sera l'année prochaine, parce que pour l'instant, on termine bien l'année, quoi. Donc là, c'est à l'inverse, c'est moi qui dois freiner un peu des cas de fer en termes de stratégie pour pas balancer trop vite tout sur le nouveau spectacle. Donc, ouais, c'est vraiment je peux m'éclater avec eux, tester des trucs. Ouais, c'est ça. Et en même temps, c'est pas parce que je suis expert en communication culturelle qu'ils me font confiance les yeux fermés. Ils se permettent de dire on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ouais, chacun a son mot à dire et chacun écoute l'autre, quoi. Et c'est ça que tu fais avec un artiste, c'est-à-dire que tu essaies quand même de comprendre leur sensibilité et d'essayer de les aider dans leur com. J'ai trouvé ça assez marrant quand on te cherche sur Internet de se retrouver sur ton site qui s'appelle l'artisan communicateur. Il y a un moment, une définition que tu fais de la communication, tu dis que c'est comme une matière vivante qui fait toujours qu'évoluer et que tu dois de toute façon toujours adapter à ton projet. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'interviens comme consultant auprès d'un artiste, je ne vais pas copier-coller ce que j'ai conseillé à un autre artiste la veille ou la semaine d'avant, quoi. Je fais à chaque fois des stratégies et des outils qui sont sur mesure pour chacun. Et donc, comme l'artisan qui fait ses poteries, et où bah, même si c'est chaque fois des pots, bah, chaque pot est différent parce que c'est adapté en fonction de l'inspiration, de la créativité. En fait, je trouvais ça marrant de se dire que tu dis qu'on ne peut pas figer les règles finalement de ce marketing-là dans un livre et souligner le fait que tu as posé des mots sur ce qu'est un peu le marketing, enfin la communication culturelle et ses spécificités dans un livre que tu as sorti maintenant, c'était en 2013. Ouais. Puis tu as fait une réédition en 2021. Voilà. Là, je me dis que c'est un peu raccord avec le fait que bah oui, la matière elle évolue. Et... En fait, ce qu'il y a, c'est que donc j'ai sorti 4 livres en tout pour le moment. Les livres, ils sont toujours sortis quand je sentais en formation, par exemple en consultance, qu'il y avait un sujet qui revenait systématiquement. Je dis là, il y a un manque. Oui. Donc s'il y a un manque, moi je veux bien le combler. Et donc le premier livre, Communiquer son projet artistique, c'est vraiment le fait de pouvoir traduire la création en communication. Et donc souvent les artistes me disaient il n'y a que des bouquins de marketing, mais ça ne nous parle pas, la manière dont c'est écrit, enfin, c'est pas notre vocabulaire, c'est pas notre terme, on ne comprend pas ce qui est marqué dedans. Et donc je sais que mon premier livre a bien marché parce que justement j'utilisais les mots du secteur, parce que je travaille dedans, donc je sais l'adapter, et je leur amenais une manière de voir la com qui leur parlait beaucoup plus que ce qu'on voit dans d'autres bouquins de marketing et de stratégie de com qui les dépassent, quoi. Okay. Et même chose, le deuxième, cultiver sa communication, c'est parce que systématiquement, dans tous les bouquins de marketing ou de stratégie, on vous parle de lancer des projets. Oui. Or, le rôle d'un chargé de com,
il est souvent d'en faire vivre des projets qui existent. En fait, c'est pas que lancer le projet. Il y a un projet qui existe, mais comment tu l'alimentes, comment tu fais vivre, comment tu es sur la durée. Mais le fait d'avoir fait la réédition en 2021, c'est aussi, j'imagine, les outils qui ont évolué. Même ma réflexion à moi a évolué. Ouais. Par exemple, dans le première édition, je disais qu'une des spécificités du marketing culturel, c'était que l'offre vient avant la demande. Alors, ouais. Dans des livres de marketing traditionnels, on te dit bah, la première étape, c'est une étude de marché. Oui, Donc, tu fais l'étude de marché et tu vois quel produit, tu identifies déjà ta niche et déjà le produit que tu vas sortir en fonction du besoin que tu sais. c'est Tu ça, sens, tu identifies un besoin et Voilà. s'il y a, tu fais un lancement de produit à ce moment-là. Bah, dans le milieu artistique et culturel, en fait, on crée le produit, on crée le projet, et après seulement on va chercher le public. Oui, Et donc, enfin, le paradigme de départ, il n'est pas le même. c'est ça. Et donc, il y avait cette notion-là. Mais ce que j'ai compris aussi en travaillant et en évoluant aussi dans ma réflexion sur la com, c'est que, OK, l'offre vient avant la demande, mais l'offre s'arrête aussi avant la demande. Et donc ça, c'est un truc que j'ai rajouté entre les deux. Il y a ce changement-là, par exemple. Parce que l'offre s'arrête avant la demande, c'est très bien, on va à un concert. Si j'ai bien aimé le concert ce soir, demain, je ne peux pas y retourner, il n'est plus là. Mhm. Une expo, elle est dans un temps, après elle s'arrête, sauf s'il y a prolongation. Nous, la compagnie de cirque, on tourne toutes les semaines, on est dans une ville différente. Donc les gens ont bien aimé, ils veulent revenir, on n'est déjà plus là. Et donc c'est fatigant en tant que chargé de communication de devoir tout le temps en fait relancer, mais ça fait partie de la spécificité. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas la dynamique dans notre secteur. Tu dis aussi que, par exemple, les outils de communication, il faut qu'ils soient raccord avec l'objectif qui est poursuivi derrière. Quels sont un peu les premiers objectifs qu'on devrait avoir en tête quand on a envie de partager son œuvre? J'imagine que ça dépend aussi pas mal du domaine en soi. Ça va pas être forcément la même chose entre un humoriste, un musicien et un plasticien. En fait, si, parce que moi maintenant, en bossant avec tous des artistes de toutes les disciplines différents, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont les mêmes. Il y a peut-être des habitudes de secteur qui sont différentes, mais les réflexions stratégiques sont les mêmes. Oui, Moi, de plus en plus, je trouve que vendre, c'est pas un objectif de com. On sait que tu as envie que les gens t'achètent ta place. On sait que tu as envie que les gens viennent voir ton spectacle, etc. Comment est-ce que la com va aider à ça? Mhm. C'est là que ça devient intéressant. Un artiste qui est émergent, il va peut-être d'abord devoir clarifier son identité artistique, sa singularité, de voir qui il est, qu'est-ce qu'il veut raconter, avant de commencer à aller vendre des places. Parce que, imagine, tu vas chez des gens, hey, bonjour, venez voir mon concert. Mais en fait, t'es qui, toi? Enfin, et donc, parfois, on se trompe, on va trop vite. Ouais. Et il faut vraiment avoir la décence de, petit à petit, se présenter au monde et caler bien sa singularité, son identité, ce qu'on a envie de dire. Et petit à petit, développer. Alors, peut-être que, je sais pas moi, tu vas développer tes réseaux pour pouvoir toucher des programmateurs, Mhm. ou inversement, toucher des programmateurs pour développer ton réseau. Les deux sont bons, c'est deux choix stratégiques différents, deux façons de communiquer différentes après, parce que les outils vont dépendre de ça, Oui, voilà. mais ça dépend de ce que tu as envie de développer en tant qu'artiste et vers où tu te sens à l'aise pour commencer à émerger. Mais est-ce que, justement, si tu veux émerger, mais que tu commences par démarcher les programmateurs, alors que ton audience, elle n'est pas encore développée, ça, c'est pas s'y prendre à l'envers, quoi. Ben, il y en a cette année qui ont fait des festivals alors qu'ils n'avaient aucune communauté. Ok. Donc ça existe, mais c'est vrai qu'il y a une tendance aujourd'hui pour les programmateurs d'aller regarder un peu le nombre de followers sur les réseaux sociaux et de se dire ok, s'il a 1000 followers, ma salle de 200, il va peut-être pouvoir la remplir, quoi. Mais encore, peut-être que les 1000, est-ce que c'est vraiment 1000 actifs? Si tu as un artiste qui a 1000 followers, mais en fait il n'y en a que 20 qui réagissent à tous ses posts, c'est moins actif que quelqu'un qui en a 200, mais tu as les 200 qui sont tout le temps là au taquet, quoi. C'est tout aussi la raison de ma réflexion. Je te disais que moi, j'avais travaillé beaucoup avec les outils de sponsorisation dans une agence de marketing musical, entre guillemets, et que c'est là que je me suis rendu compte que c'est peut-être pas l'outil le plus adapté pour développer une communauté qui s'engage. Il faut vraiment d'abord que l'artiste développe son univers à lui. En gros, on t'attend pas quand tu es émergent. Non, ouais. Donc, la seule chose que tu as à gagner, c'est être toi-même. Développe ce que tu as envie de dire et petit à petit, ta singularité va intéresser ton public et ça va se développer. Après, effectivement, quand tu as développé ta communauté et que tu veux grandir, là, c'est une autre stratégie. Essayer de toucher des autres personnes, etc. Là, tu vas évoluer. Mais dans un premier temps, sois toi-même parce que c'est ça qui va interpeller les gens, quoi.
je veux pas faire des liens hasardeux entre le marketing publicitaire ou le marketing culturel, mais un truc qui m'avait assez étonné quand je suis arrivé ici à l'IEX et que j'ai fait mes premiers cours, moi, en master de publicité, c'est que je me retrouve dans un cours de content strategy. Et l'idée du cours, à la base, c'était de nous expliquer tous les supports divers et variés pour créer un storytelling qui tient debout. Moi, je me dis, bah, on va arriver, il va nous parler de médias, de supports, de budget ou quoi. Et en fait, pas du tout. Notre professeur, le premier d'ailleurs, c'est un cours qui se donne en 4 parties. Notre premier prof, il nous parle vraiment du sens et des valeurs des marques. Et moi, je m'y attendais pas parce que, comme dit dans pas mal d'autres cours, on va nous dire, bon, l'art de faire de la publicité, c'est passer le bon message à la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Donc, on va se poser des questions de, OK, je dis quoi, à qui, comment, où et quand. Mais là, il nous a dit un peu, en fait, oubliez tout ça et demandez-vous pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font. Et donc, essayez de comprendre c'est quoi la raison d'être de votre marque et c'est quoi sa mission et aligner votre communication directement avec ça. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui, moi, m'a pas mal motivé à poursuivre ces études-là parce que je me suis dit, OK, là, on est sur de la réflexion qui prend un certain recul et qui demande voilà, un peu de temps et de l'interprétation aussi qui est presque personnelle et des échanges, alors du coup aussi avec mes collègues. Et c'est là que je trouvais super intéressant de développer une communication qui va dépendre finalement de ce que moi, en fait, ça va refléter aussi ce que moi j'ai compris de la marque. Et je me suis dit, si je fais le parallèle là avec un artiste, ça va être un peu la même, mais il va falloir qu'on réfléchisse ensemble et qu'on prenne ce recul ensemble. Et c'est là qu'on va pouvoir peut-être créer une campagne qui sera justement unique parce qu'elle découle des échanges Ouais, qu'on pour aura moi, eu tous les la deux. com culturelle, elle parle du projet. Oui, Enfin, elle parle, mais elle part vraiment du projet. Donc, c'est de là qu'on s'inspire. Ça donne plein d'idées quand on arrive à faire exprimer l'artiste. Alors, parfois, je me compare aussi à un accoucheur de mots. C'est que je le fais parler parce que j'ai besoin qu'il me parle pour pouvoir trouver dans ce qu'il me dit quelque chose qui va justement. Je veux dire, c'est ça la singularité. Il y a une formation que je donne en France, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, j'ai au moins un artiste qui pleure ah ouais, carrément. de sensibilité, c'est-à-dire que j'ai tellement été gratté en disant mais c'est quoi, pourquoi, etc. Et on a touché quelque chose de vrai. Et c'est ça que je cherche moi dans la com, c'est de trouver ce truc vrai et que je vais pouvoir le mettre en avant dans la singularité. Même si c'est probablement différent pour tout le monde, concrètement, c'est quoi un peu les questions avec lesquelles tu viens quand tu vas entamer cette démarche avec, bon, en principe un artiste, mais pourquoi pas une structure en soi, je ne sais pas si c'est le même bout que tu prends. Ben, comme je suis un artisan communicateur, en fait, je m'adapte très fort à chacun. C'est différent pour chacun. Voilà, donc je crée énormément aussi de techniques de consultance et de formation. Mm. J'ai déjà eu des artistes pas émergents, donc des gens qui tournaient depuis un petit temps, qui stagnaient dans leur com, qui sont venus me voir aussi. Donc ça, c'est intéressant, parce que alors, du coup, on fait l'état des lieux, donc ben, voilà l'image que tu as aujourd'hui, voilà la communauté que tu as aujourd'hui, voilà les endroits où tu as déjà tourné, qu'est-ce que tu as envie, pourquoi est-ce que tu m'appelles, comment ça se fait que tu stagnes, quoi. Et souvent, on redéfinit en fait l'identité de l'artiste, mais sans la changer. C'est juste redéfinir clairement avec des mots d'aujourd'hui, parce que parfois c'est des mots d'hier ou d'il y a 20 ans. Enfin, et de redire, ok, mais aujourd'hui c'est ça que tu veux montrer comme image, donc ok, on va aller là-dessus. Et ça ouvre très vite des portes, en fait, genre sur un nouveau circuit de diffusion, quoi. Je pense que les artistes parfois sont un peu perdus dans la démarche de chercher le bon public. Ouais, je pense que en fait, la com culturelle, c'est une com relationnelle, donc tu dois créer du lien, des connexions. Mm. En formation, je prends toujours l'image de la pomme, par exemple. Tu as une pomme. Euh, je peux très bien aller voir les écolos pour leur dire, regardez, la pomme, elle est verte comme vous. Je peux aller voir les diététiciennes pour leur dire, ah, la pomme, elle est bonne pour la santé. Je peux aller voir les chefins des pouvoirs locaux pour leur dire, regardez, la pomme, elle est tombée dans le verger d'à côté. Ma pomme, elle n'a pas changé. C'est juste une manière de trouver des accroches, des liens avec mes différents publics. Et donc, quand tu essayes comme ça de développer ton projet, c'est aussi intéressant de voir, tiens, avec ce public que j'ai envie de toucher, qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui est moyen de nous relier? Qu'est-ce qui fait que ça fait sens et que c'est tout à fait normal que je contacte ce public? Parce que regarde, on a quelque chose en commun et je peux t'apporter ces références et ce lien. Donc si là je reprends un peu ton exemple et tes mots, tu me dis si ce public qui m'intéresse, je vais aller chercher, comment je vais aller vers lui. Mais donc quelque part, il y a un peu, là à ce moment-là, je ne cherche pas le public qui va s'intéresser, limite je choisis d'aller vers un certain public, je tente quelque chose et je vois si ça l'intéresse. L'expérience culturelle, elle est faite d'expérience, c'est-à-dire que tu es obligé de le vivre pour voir si tu aimes ou si tu n'aimes pas. C'est comme la musique, tu es obligé d'écouter un rappeur ou un groupe de rock pour voir si tu aimes bien ce qu'ils font ou pas. Tu sais pas le définir tout seul, quoi.
Donc la com doit essayer de te donner les clés de lecture Oui. pour sentir le projet, de voir si ça pourrait t'intéresser ou pas, et de voir dans quel sens ça peut t'intéresser. Mais donc ça, c'est une com qui est proactive, où tu vas essayer d'aller toucher le public, mais tu peux très bien mettre en place une com réceptive, un cadre, en disant, ben voilà, je suis là, je fais en sorte de développer, et les gens qui sont intéressés vont pouvoir me trouver, quoi. Dans mon jargon à moi, on appellerait ça le push et pull. Ouais. Cette idée de... De mener à la fois cette côté, j'ai une présence en ligne et les gens qui cherchent peuvent me trouver, et en même temps, j'ai une présence active et proactive qui fait que je vais faire en sorte de me connecter au public potentiel en partageant des références communes et en allant ouvrir des portes, quoi. Dans l'interview que tu as fait avec Anne-Sophie, à un moment, vous parlez de rebondir sur des faits d'actualité ou sur des tendances, mais en gardant toujours en ligne de mire le pourquoi et le comment de son projet et comment essayer de faire lien ou de rebondir sur quelque chose sans que ce soit opportuniste finalement. C'est du newsjacking, quoi. Donc, c'est vraiment de réagir à une actualité, mais en lien avec ton projet, pour ramener vers ton projet. C'est vraiment ce que je dis dans Cultiver sa communication, le deuxième bouquin, c'est comment est-ce que je reste toujours d'actualité? Comment est-ce que je fais sens avec mon projet, même s'il existe depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, comment est-ce qu'il est toujours d'actualité? La newsjacking, c'est une technique parmi d'autres qui permet. Et moi, je trouve que ça travaille surtout la complicité avec ta communauté. C'est le fait que, en fait, quand tu fais ça, tu fais un petit clin d'œil aux gens qui te suivent et ils captent le lien entre ton projet et ce fait d'actualité. Et donc, ça génère effectivement de l'interaction, quoi. Et ça, c'est intéressant. Et de la complicité. Et donc, on se construit à une même culture. Ouais. Et c'est là où la com devient vraiment culturelle, tu vois. C'est pas par contre aussi un peu un terrain glissant dans le sens où au bout d'un moment, je pense qu'on voit beaucoup de ça. Il y a comme dit, presque un opportunisme qui peut se créer de je vois une nouvelle trend, j'apprends, il y a tout le temps des nouvelles trends qui arrivent toutes les semaines. Je vois, j'essaye de saisir chaque opportunité et au bout d'un moment, c'est ce que je crois que je te disais par mail, cette idée de communiquer pour communiquer, parce qu'on a envie d'être visible et finalement un peu, voilà, je ne sais pas si on peut dire découvrable, mais juste, je pense que beaucoup d'artistes ont l'impression qu'il faut en faire peut-être un peu trop et c'est la même, je pense, pensée qui font aussi que des fois ils se tournent vers la sponsorisation ou quoi, dans cette idée de il faut que je plaise aux algorithmes aussi. Et là, c'est même plus il faut que je plaise au public, mais aux Ouais, algorithmes. je comprends. Il y a un côté un peu comme ça. Est-ce que, je pense voir venir la réponse, mais est-ce que c'est contre-productif au bout d'un moment? En fait, c'est contre-productif parce que de un, si tu réagis à toutes les trends, ça n'a plus cet effet waouh et surprise. Et qu'il faut vraiment se dire qu'il y a certains trends qui parlent à ton projet et donc c'est OK. Et puis d'autres qui n'ont rien à voir et donc ne les fais pas. Cette injonction à tout le temps communiquer tous les jours, même il y a des lieux culturels qui me disent: ah, on poste tous les jours à 16h quelque chose. Je dis, ça sert à rien, quoi. Et les artistes qui veulent tout le temps être. Ça va soudain, ça va saouler ton public parce que tu vas l'inonder d'infos et à un moment donné, il va te zapper. Ça n'aura plus cet effet de contenu euh, surprenant ou intéressant. Euh, et moi, je suis vraiment partisan du mieux, quoi. Faire moins, mais mieux. Euh, Par exemple, que si tu publies tous les jours quelque chose, ou même plusieurs fois par jour quelque chose, en fait, tu laisses même pas le temps à ta première publication de circuler, que tu viens déjà boycotter avec une deuxième publication, et donc elle passe à la trappe. Et donc, en fait, stratégiquement, c'est même pas intéressant, quoi. Par contre, d'avoir une régularité, ça oui. C'est pas une question d'en mettre une abondance, mais c'est d'avoir une régularité dans la communication. Je voulais revenir, tu sais quoi, pour finir sur une note un peu sympa, revenir sur ton apparition, encore une fois, à la RTBF il y a 12 ans. Il y avait notamment ce jour-là un acteur qui commençait à faire une série avec un ami à lui sur YouTube et qui a dit un truc à un moment qui était tout bête, mais il disait en vrai, moi je pense qu'il faut juste se faire plaisir et les gens ils voient que tu t'éclates et puis il y a que ça qui marche. Et puis, il a dit ça de manière hyper légère comme ça. Et je me souviens que quand moi j'étais venu te voir dans ta salle de classe, tu me parlais notamment de filles qui avaient commencé à faire des covers dans leur chambre et qui allaient à fond, qui se déguisaient, qui se faisaient plaisir. Et je me dis, est-ce que il n'a pas simplement raison ce garçon? Et moi-même, j'ai toujours un peu cette conception où je me dis, les réseaux, comment c'était utilisé, même YouTube à la base, les gens qui faisaient des vidéos et pour qui ça marchait, c'était pas tant
démarche de se faire connaître, mais juste de s'amuser et de partager avec son entourage, quoi. Donc il y avait un truc presque innocent comparé à comment maintenant on appréhende les réseaux. Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement essayer de retrouver ce plaisir à travers la communication et la création pour, bah, d'une certaine manière, que ça marche, mais aussi juste pour que, en fait, si ça marche pas, on s'en fout. Alors, moi, je suis persuadé que si un artiste ne prend pas plaisir à communiquer, ben, il communiquera mal. Donc moi, j'ai souvent en formation des artistes, ça commence toujours par «j'aime pas la com». Ouais, Donc déjà, la majorité, ils aiment pas, ça les embête, etc. Et je vais pas dire toujours, mais très souvent, ils sortent de ma formation en disant «Oh putain, j'ai trop envie de communiquer». Parce qu'il faut retrouver ça. C'est ça que j'essaie de les amener aussi, c'est de dire «Ok, mais trouve ta façon de communiquer qui te fasse plaisir», parce que c'est clair que si tu prends plaisir à communiquer, ça se sentira. Le public va le sentir et ça va être beaucoup plus naturel et beaucoup plus juste. Donc il y a vraiment cette démarche-là de se faire plaisir et de tester des trucs et de ne pas se prendre la tête. Moi, je suis convaincu de ça, c'est ça qui est beaucoup plus juste. Cette notion d'authenticité, c'est ça, quoi. Après, si je mets ma casquette plutôt de stratège, c'est de te dire, OK, fais-toi plaisir, mais enfin, sache pourquoi tu le fais, quoi. Donc tu dois savoir, OK, je fais ça, mais c'est pour telle raison. Donc le fameux pourquoi du sens, tu vois, pour que ça ait du sens par rapport à l'image que tu veux donner ou par rapport à l'objectif que tu te donnes, etc. donc se faire plaisir tout en servant le projet, Voilà, toujours. c'est juste trouver Équilibre. cet équilibre-là qui va être plus puissant. Parce que parfois, on fait des choses de manière impulsive, une intuition, on lance un truc, ça a marché, c'est chouette, mais tu ne sais pas le reproduire. Et là, la stratégie, elle te permet justement de le reproduire parce que tu sais que en étant aussi naturel, c'est parce que tu vises à faire ça. Je sais pas, moi, genre, tu veux montrer que tu tournes partout en Wallonie, tu vas à chaque fois t'éclater à te faire un selfie devant les panneaux du village où tu es. Ça a l'air hyper authentique, hyper naturel, juste comme ça pour le fun. Mais en fait, derrière, ta stratégie, elle est bien de montrer que tu es passé par plein de villages. Donc, c'est vraiment trouver cette équipe-là. Prends plaisir à communiquer, mais fais-le pour que ça serve quand même ton objectif de com, quoi. Ça, je trouve ça super chouette ce que tu dis dans en fait, ce constat que les artistes, ils arrivent et qu'ils sont là, je suis saoulé de communiquer parce qu'en fait, c'est pas mon métier, j'ai l'impression que je suis obligé. Euh, moi, c'était là où j'en étais arrivé aussi quand j'ai fait mon stage en Allemagne et que j'ai voulu installer un nouveau service de conseil en création de contenu et tout. Je voyais très bien que en fait, les gens, ils n'avaient pas envie et qu'un enjeu, ça allait être de leur redonner un peu le goût à ça. Et c'est vrai que dès que j'ai réussi à faire produire quelques trucs et à les emballer pour qu'ils se disent, ben ouais, ça nous dit bien de le faire, je me suis senti comme si j'ai réussi à shifter quelque chose dans leur état d'esprit. Et, et ça, c'était hyper satisfaisant. Et tu sais que moi, je suis en pleine réflexion par rapport à ma future carrière parce que j'arrive là, voilà, au bout de mes études. Et je me dis que est-ce que c'est pas quelque chose, finalement aussi un besoin et quelque chose où on pourrait créer, pas un métier de ça, mais je veux dire une dimension un peu presque coaching motivationnel qui est sens et qui encourage finalement les artistes. C'est marrant. D'ailleurs, j'avais rencontré une fille qui se disait experte en conseil de création de contenu pour les musiciens et tout, et qui me disait, au début, ils ont surtout besoin d'encouragement et d'idées, quoi. Oui, oui, mais moi, il y a par exemple certains artistes qui me disent les trucs préparés à l'avance, j'aime pas, etc. Je préfère spontané. Je dis ok, on peut faire une stratégie, des lignes éditoriales pour tes différents réseaux sociaux, le truc vraiment marketing à mort, mais de te créer une stratégie avec l'improvisation au centre de ta stratégie. Donc de créer un cadre qui fait que dans ce cadre-là, tu peux être créatif et improviser, mais au moins tu sais vers où tu vas, quoi. Donc moi, c'est vraiment, c'est ça qui est intéressant quand je travaille avec chaque fois des artistes ou des structures différentes, c'est que je peux m'éclater, avoir des idées de stratégie différentes en fonction de l'intention de chaque artiste. Et de pas être la même chose. Là, j'ai accompagné un collectif de théâtre, ils n'avaient plus rien fait depuis un an sur leur compte Insta. J'ai discuté avec eux 2 heures et maintenant ils n'arrêtent pas, ils s'éclatent. Ils me disent ah, putain, on a repris goût, on s'est éclaté, on a trouvé une manière de faire qui nous plaît et tout. Et c'est super chouette, quoi. Mais ce que je leur ai conseillé à elle, c'est pas ce que je vais faire avec un autre musicien, peut-être, qui a une autre démarche, et on va travailler sur d'autres concepts, quoi. Mhm. C'est vraiment trouver, enfin voilà, moi, ma démarche, c'est à chaque fois trouver ce qui peut aider ce projet artistique-là en particulier à se développer et à comment communiquer sur ce projet, avec même hors réseau, quoi. De plus en plus, on essaye de réfléchir à des alternatives, mais moi, ça fait des années, je me souviens d'un beatboxer,
En fait, on a tout fait sauf les réseaux sociaux avec lui et ça a marché. Tu as un exemple de... Bah, il était plus à l'aise à tchatcher avec les gens, donc en fait, il s'est fait une carte de visite et il s'est fait une manière d'apprendre à coacher plus sur une manière de pitcher son projet et d'aller chercher les gens. Et d'ailleurs, j'étais à un rendez-vous professionnel avec plein de représentants des différents lieux culturels qui étaient là et je le vois, il vient me voir en fait, j'ai une idée mais j'ose pas. Je fais quoi? Ben, je voulais aller juste faire 1 minute de beatbox devant chaque personne juste pour me présenter et donner ma carte. Je fais, vas-y, fonce. Et je lui ai donné un coup de pied au cul, il a été le faire, quoi. Bah ouais, trop bien. Et donc, c'est intéressant d'être juste par rapport à chaque projet. Et c'est ce que je dis quand je fais des formations collectives. Je dis, je vais vous donner des méthodes ou des façons de voir la com culturelle aujourd'hui et de l'approcher, des méthodes plus générales, avec des lignes éditoriales, des plans stratégiques, des trucs comme ça. Mais après, on va à chaque fois adapter par rapport à votre projet. Vous allez vous rendre compte que ce que je veux dire à l'un ne sera pas la même chose qu'à l'autre. Parce qu'en fonction de ce que vous allez me raconter, on va aller plutôt dans cette direction-là et plutôt dans une autre direction, quoi. C'est beaucoup de réflexions qui, moi, me plaisent bien. Je pense que de base, la communication, je suis aussi allé par là en me disant, bah, je pourrais probablement toucher à plusieurs domaines différents et ça, c'est un métier qui bouge de par, ok, les technologies, mais justement ce truc de, il y a tellement de publics différents et de manières de faire Et puis ça bouge différentes. avec la société, on doit quand même être d'accord avec ça. Si tu communiques comme il y a 10-20 ans, moi quand j'ai commencé au musée, les réseaux sociaux n'existaient pas et c'est moi qui avais codé le site, quoi. Ouais, oui, oui. Mais on remplissait nos expos avec des affiches et des flyers. Donc c'était pas moins bien, c'était différent. Donc c'est juste que de comprendre cette évolution-là et de s'adapter, d'être curieux vraiment dans toutes ces évolutions et de dire ok ça j'aime ou ça j'aime pas, mais au moins d'avoir la curiosité de comprendre comment évolue la société et la communication aujourd'hui. Et les pratiques culturelles et les pratiques médiatiques sont plus les mêmes. Donc comprendre cette évolution-là, c'est intéressant parce que pour moi, c'est pas des contraintes, c'est des pistes créatives. C'est de nouvelles La opportunités. seule chose qu'on doit aussi accepter, c'est qu'on est des métiers de l'ombre. Hmm. Notre but, c'est quoi? C'est que l'artiste rencontre le public. Et moi, tant mieux, j'ai pas besoin d'être mis en avant. Et c'est ça qui est intéressant. Mon nom vient aux oreilles de ceux qui en ont besoin. En fait, quand je termine un projet, j'ai souvent quelqu'un d'autre qui me rappelle et ça n'arrête pas, quoi. Si je te demandais une indication pour comment t'en arrives à là et qu'est-ce que par où je devrais prendre le bout si moi j'ai envie d'accompagner les artistes par exemple de la même façon, tu me dirais Vas-y. vas-y, lance-toi, essaye de travailler Oui, c'est avec ça, l'un. parce que déjà, il faut qu'on t'ouvre les portes et que tu puisses tester une première fois. Puis le bouche-oreille va faire ça, mais j'ai travaillé avec lui, on va le recontacter. Enfin voilà, donc tu as ce côté aussi d'être généreux dans ta démarche d'accompagnant et de consultant pour pouvoir ben, qu'on te connaisse et que ça circule, tu vois. Après, par exemple, moi, je sais très bien que déjà avec la compagnie, ça me prend beaucoup de temps, donc je peux former les artistes, je peux être consultant pour les lieux culturels, mais par contre, j'ai plus le temps pour prendre en charge la communication de certaines structures. Et j'ai déjà eu des festivals qui m'ont appelé plusieurs fois, mais viens, si on a besoin que tu t'occupes de nous. Je fais non. Et dernièrement, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai envoyé un appel sur les réseaux sociaux en me disant, bon, écoutez, moi, j'ai plein de demandes, mais je ne sais pas les assumer. Qui peut prendre en charge la com culturelle d'un artiste dans le lieu culturel? Et j'ai une vingtaine de noms maintenant que j'ai publiés sur ma page Facebook en disant, voilà, si vous êtes intéressé, moi je partage parce qu'effectivement, ça me fait mal de dire désolé, je peux vous réfléchir avec vous, mais je ne peux pas le faire parce que déjà, avec d'autres projets sur lesquels je suis, ça me prend déjà du temps, quoi. Qui sont des bons problèmes finalement d'être trop demandé. Oui, mais quand j'ai commencé, j'intervenais 1 ou 2 fois par an, hein. Ça n'existait pas vraiment ce que tu fais quoi. Non, et ça s'est construit. Et effectivement, on a beau mettre le terme de prof, consultant, formateur. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je m'assieds à côté des gens qui ont un projet, j'exécute avec eux, je les aide dans leur com. Voilà. La seule chose, c'est que je le fais dans le milieu culturel et artistique. Donc, viens pas me demander de travailler avec une start-up ou des entreprises, c'est pas du tout mon domaine. Ouais, c'est pas la même chose. Mais j'ai creusé là-dedans et je voulais parce que c'est un milieu qui m'intéressait et dans lequel je me sentais bien. Et voilà. Et du coup, maintenant, je peux m'éclater là-dedans, c'est chouette. Personnellement, ça me donne vraiment matière à réflexion et ça me fait voir des perspectives et ça me donne envie d'essayer des choses juste. Donc, merci beaucoup Ils pour en ça. ont besoin. Que ce soit les artistes ou les lieux culturels, on a encore du taf, donc no stress. Tu as aussi une page Facebook qui est très intéressante à consulter pour avoir des idées et suivre tout simplement l'actualité de tout ce qui va se passer dans ce C'est une secteur-là. page que j'ai créée en 2012. Donc effectivement, le premier livre est sorti en 2013. J'avais terminé de l'écrire et il était chez l'éditeur à l'impression. Et je me rendais compte que j'avais plein d'exemples que je donnais dans le livre, mais j'en avais encore plein et je voulais partager encore plein d'exemples, vraiment pour me prouver aux gens qu'il y a moyen de faire de la com culturelle et d'être créatif dans la com culturelle. Donc faire vraiment cette veille.
Et donc, la page s'appelle Oser le marketing culturel. Voilà. Donc, je l'alimente depuis 2012. Donc, ça fait 13 ans que tous les jours, entre midi et 2, il y a quelque chose qui est posté. Ok, ben écoute, voilà, merci encore pour ton temps et ta générosité de travailler à former et de nous préparer aux réalités de ce secteur culturel. Avec plaisir. C'est toujours intéressant que vous vous lanciez dedans. Franchement, c'est pour ça aussi, nous, à un moment donné, on nous demande aussi de vous transmettre les choses. Enfin, c'est quelque chose qu'on m'a transmis, enfin, qu'on m'a demandé aussi plusieurs fois. Vas-y, transmets pour que d'autres puissent le faire aussi. Et c'est pour ça qu'on a développé la formation Alix Academy et c'est pour ça que j'interviens sans souci avec plein de podcasts et d'interviews parce que je trouve ça intéressant qu'on en parle en fait. C'est justement que la com culturelle existe, artistique et qu'on peut en vivre et qu'on peut s'épanouir professionnellement dedans. Ben j'en doute pas et c'est tout ce que je me souhaite. Moi aussi, je te souhaite ça.